11h30 sur LCI, vous le savez, c'est l'heure du grand entretien. Et ce matin, on va parler de la guerre à Gaza. Et on ne sait pas grand-chose de l'intérieur de ce conflit qui se déroule à huis clos. On dit souvent que c'est la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Ce matin encore, il y a eu 22 morts à l'ouest de Gaza. Et notre invité ce matin est un homme qui a pu pénétrer dans la bande de Gaza. C'était en janvier dernier. Bonjour Jean-Pierre Filieu. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes l'un des rares témoins de cette guerre. Vous en témoignez dans un livre. Un historien à Gaza, et je précise que ce territoire, vous le connaissez intimement, vous connaissez sa géographie puisque vous y allez depuis les années 80, vous parlez cette langue et pourtant, vous l'écrivez dès le début de votre livre, rien ne me préparait à ce que j'ai vu et vécu à Gaza, rien de rien. Quelle a été l'ampleur du choc quand vous êtes arrivé en janvier à Gaza ? Effectivement, c'était terrible parce que j'avais perdu tous mes repères. Les villes que je connaissais étaient pratiquement ravagées. Les lieux, les routes étaient devenus des axes de guerre ou de déplacement de population. Et puis je vivais au sud de ce qu'on appelait de manière bien erronée la zone humanitaire, vu qu'elle n'était pas du tout épargnée par les bombardements israéliens. Et là, c'était une mer de tentes avec 1 million à 1,5 million de personnes entassées sur quelques dizaines de kilomètres carrés. Et comme on n'a aucun surplomb, vu que tous les bâtiments à étages ont été systématiquement détruits, du coup on est au ras du sol, au ras de l'humanité, et donc on circule comme ça pendant des heures au milieu de cette humanité abandonnée. Alors vous dites qu'on n'a aucun surplomb, mais il y a quand même ces caméras qu'on peut équiper de drones. Et notre grand reporter Gwendoline de Bono a fait cet effort justement d'envoyer des équipements matériels, des caméras à des fixeurs sur place. Elle en a fait un reportage et vous allez voir qu'il illustre exactement vos propos. Voici à quoi ressemblait Gaza il y a encore 2 ans. Que dire aujourd'hui ? C'est la première question qui vient à l'esprit lorsqu'il faut qualifier le niveau de destruction dans l'enclave défigurée. Par endroits, il est équivalent à celui des villes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Alors on voit ces images, mais grâce à vous aussi ce matin, on va avoir plus de sensations. On va avoir le bruit, on va avoir l'odeur, on va avoir la peur. Est-ce que vous pouvez nous incarner ces images qu'on voit ici ? Effectivement, c'est tout à fait bouleversant parce qu'il y a non seulement ces ravages, ces disparitions, mais il y a cette humanité entassée dans les tentes qui peuvent très vite virer au cloaque boueux. S'il y a une pluie un peu forte, tout de suite il y a des inondations, il n'y a absolument aucun moyen de retenir la boue. Et puis il y a en permanence la quête de nourriture, la quête de l'eau. On oublie qu'il y a très peu d'eau disponible dans la bande de Gaza. On estime, mais c'est une moyenne, qu'on a 9 litres par personne et par jour, non seulement 2 litres d'eau potable, ce qui est évidemment inférieur à tous les standards internationaux. C'est une moyenne, ça veut dire qu'une grande partie de la population n'a même pas ce qui n'est même pas le minimum vital. Guillaume Non, véritablement, Jean-Pierre Filius, votre ouvrage, Un historien à Gaza, c'est un ouvrage brûlant. Premièrement, avec de très nombreux éclats d'humanité, parce que vous êtes l'historien, non pas des morts, mais des vivants. Vous parlez à des hommes, des femmes et des enfants. Tout est factuel, tout est absolument documenté. Il y a des notes de bas de page à chaque page pour systématiquement renvoyer le lecteur vers ce que vous cartographiez. Vous faites véritablement une anatomie d'une chute, d'un effondrement, d'une descente aux enfers qui est la bande de Gaza. Et ça m'amène à la question que je voudrais vous poser. C'est une guerre que mène Israël à Gaza, dit-elle, contre le Hamas, mais vous, ce que vous dites, c'est que c'est une guerre contre les Palestiniens qui est menée aujourd'hui à Gaza. Dès le mois d'octobre, dès la mi-octobre 2023, peu après les massacres terroristes du 7 octobre, j'avais mis en garde contre une occupation israélienne de la bande de Gaza en disant qu'Israël tomberait ainsi dans le piège du Hamas. Et de fait, c'est la bande de Gaza qui a été détruite comme lieu de vie. Et ce sont tous les pôles de résistance dans la société de Gaza, société que je connais bien, tous les pôles de résistance à la domination islamiste qui ont été liquidés.
les universités, les centres culturels, sociaux, évidemment la création artistique qui était très critique de la domination islamiste. À Gaza, on parlait du cauchemar dans le cauchemar de la domination islamiste dans l'occupation israélienne. Donc le paradoxe cruel, c'est que la guerre totale d'Israël et du gouvernement Netanyahou contre le Hamas a relativement renforcé le Hamas, qui a moins souffert que l'ensemble de la population de cette destruction méthodique, systématique, et qui donc aujourd'hui est toujours aux commandes. Donc sur ce point, l'offensive israélienne a totalement échoué, alors que le coût est exorbitant pour la population locale. Et vous le dites très bien, puisque vous dites que quand vous demandez aux habitants s'il y a quelque chose de plus difficile que de mourir à Gaza, ils répondent en général, difficile n'est pas de mourir, mais bien de vivre à Gaza. Et vous racontez ces décharges à ciel ouvert, ces enfants nu-pieds, et cette recherche de la dignité aussi, cette recherche de l'intimité presque aussi, pour avoir effectivement continué à garder cette humanité. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples qui vous ont marqué de cette humanité qui persiste alors même que les bombes tombent? Oui, bien sûr. Alors, il y a d'abord le fait que cette population, que je connais bien, est très hospitalière, très accueillante. Donc, on continue à vous inviter sous la tente, à vous proposer de partager le moins que rien qu'on a. On me fait promettre, on me fait jurer de revenir dans une Gaza reconstruite, dans une Gaza pacifiée. Mais la dignité, c'est aussi la dignité dans la mort. Et l'obsession vraiment qui hante les habitants de Gaza, c'est de pouvoir mourir entiers. Alors que la plupart des corps sont brisés par les bombardements quand ils ne sont pas calcinés par les flammes dans le cadre de frappes incendiaires. Et ça, c'est vraiment une obsession. Donc même dans la mort, la dignité n'est pas assurée. Et d'ailleurs, on voit un rapport à la mort qui pour moi était totalement nouveau dans la bande de Gaza, c'est que en fait, quand les morts passent, on détourne la tête, alors qu'avant, on se joignait spontanément au cortège pour accompagner le défunt dans sa dernière demeure. Mais là, il y en a trop. On n'arrive plus à gérer son propre deuil. Et au moment de la trêve de quelques semaines, du 19 janvier au 2 mars, moi j'ai pu voir les 2 premiers jours. En fait, le premier réflexe, c'était de dire on va enfin pouvoir pleurer. On va enfin pouvoir faire le deuil, parce qu'on ne peut pas le faire tant que les combats continuent, tant que les bombardements sont intenses, tant qu'il y a toujours un risque de déplacement. Et donc il y a une carapace de survie qui fait que on ne pleure pas, on ne se lamente pas, et de surcroît, la population de Gaza a toujours été très pudique. Donc quand ils parlent d'une nuit difficile, Saab, ça veut dire qu'en fait ça a été cauchemardesque, qu'ils ont été soit inondés, soit sous la cible de bombardements. Carapace de survie que vous avez mis aussi ? Moi, il fallait que je sois totalement disponible pour être, excusez-moi de l'expression, une éponge, à la fois à information, à capter, parce que il n'y a pas d'archives, il n'y a pas un centre de documentation. Tout doit être capté dans la rue, par les rencontres, par le hasard, par les trajets ici ou là. Et effectivement, être sensible et parce que je me sentais non seulement une responsabilité d'historien, d'universitaire, de chercheur, donc avec toujours ce souci vraiment méticuleux, obsessionnel de la vérité, du détail, de l'information, mais aussi, je ne me le cache pas, une responsabilité par rapport à ces femmes et à ces hommes. Moi, j'ai le privilège de pouvoir rentrer, j'ai le privilège encore plus grand de pouvoir sortir la tête haute, sans souci pour les miens et pour les biens. Et il fallait que je tienne cet engagement que je m'étais fixé à moi seul. Et donc, j'ai beaucoup douté en écrivant ce livre, en cherchant les mots. Et j'ai à chaque fois privilégié les mots les plus simples, les plus neutres, mais qui sont sans doute les plus forts pour décrire une réalité aussi atroce. La bande de Gaza, Jean-Pierre Filuy, elle a été soumise pendant près de 3 mois à un blocus humanitaire, pour reprendre vos propos, un blocus inhumanitaire, c'est ce que vous seriez tenté de dire. Je ne sais pas si vous l'avez écrit comme ça, mais pas de mémoire dans vos pages. Qu'est-ce que vous diriez ? L'argument d'Israël, c'est de dire le Hamas s'empare de cette aide qui rentre, pille ces camions d'aide qui rentrent. Qu'est-ce que vous diriez du rapport, ou en tout cas de ce que vous avez pu observer, vous, sur le terrain, avec les gens, les femmes, les hommes avec qui vous avez parlé, de ce rapport du Hamas à l'aide humanitaire ? Est-ce qu'elle est pillée ? Est-ce qu'elle est capturée ? Est-ce qu'elle est distribuée ? Qu'est-ce que vous en diriez ?
Alors moi, pendant le temps où j'étais, donc fin 2024, début 2025, les pillages qui ont eu lieu, et je les documente, il y a un chapitre qui s'appelle les vautours, sont le fait de gangs mafieux qui sont liés ouvertement à l'armée israélienne. Et l'armée israélienne utilise ces pillages à la fois pour se créer des relais dans le crime organisé à Gaza, vu qu'elle a été incapable de trouver quelques collaborateurs que ce soit en dehors de ces mafieux, mais aussi pour discréditer l'ONU. C'est une campagne de long terme qu'Israël mène contre l'ONU, et ça permet d'une certaine façon de donner d'une main un peu d'aide humanitaire, il faut voir que les niveaux sont toujours notoirement insuffisants, et de l'autre de la reprendre, si j'ose dire, par les pillards. C'est assez frappant. Alors aujourd'hui, la situation est encore exacerbée, vu qu'on a ces bandes de pillards qui opèrent, donc toujours en collaboration avec l'armée israélienne, mais on a aussi un tel désespoir, après les 3 mois que vous avez rappelé, de siège hermétique, on a un degré de famine, de folie qui s'empare des femmes et des hommes. Donc on a eu ces derniers jours des hôpitaux et des entrepôts de l'ONU qui ont été attaqués par la population qui est totalement aux abois. Et est-ce que, petite question dans le prolongement de ce que vous venez de dire, il y a un ressentiment qui doit être extrême évidemment et à hauteur d'hommes et de femmes à Gaza envers Israël, et on peut comprendre pourquoi, mais est-ce qu'il y a du ressentiment envers le Hamas? Est-ce que vous l'avez entendu enregistrer de la part de la population à Gaza? Bien sûr. Alors d'abord, pendant un mois, moi je n'ai entendu aucun discours de haine à Gaza. Et, je veux dire, la catastrophe est telle que des débordements sémantiques, comme on peut en entendre ici ou là, sont vraiment pas de circonstances. Alors, moi, c'est connu, les gens de Gaza savent que je suis un opposant déclaré, affiché au Hamas. Vous êtes sans complaisance, d'ailleurs, dans vos pages. Aucune complaisance, avec lucidité, détail. Et donc, effectivement, ceux qui voulaient se confier à moi savaient qu'ils auraient eu une oreille attentive et discrète. La contrepartie, c'est qu'il faut un absolu silence pour les préserver, parce qu'eux sont toujours là-bas. Et la sanction, je dirais presque automatique, standard du Hamas, c'est le tir dans les rotules, pour mutiler à vie leurs opposants. On a eu des manifestations contre le Hamas ces dernières semaines. J'ai été juste bouleversé par le courage de ces hommes qui sont descendus pour exprimer leur haine, leur rejet, pour dire il faut que tombe le régime du Hamas. Israël, au lieu d'interrompre, de faire au moins une pause dans ces bombardements pour permettre à ce mouvement de se développer, a intensifié les frappes, ce qui a permis au Hamas d'étouffer la contestation. Et vous parlez effectivement de cette impuissance et de ce corps diplomatique qui est un peu à l'arrêt et qui, on le sent bien dans votre livre, vous révolte. Merci infiniment, Jean-Pierre. Merci à vous. D'avoir été notre invité, un historien à Gaza, c'est-à-dire aux éditions Les Arènes. Et vous parlez aussi de ce paradis perdu et de ces jours sucrés, c'est l'expression qu'utilisent les Palestiniens là-bas, les jours sucrés qui, on espère, reviendront. Merci d'avoir été l'invité de LCI.